On aimerait penser que la rencontre amoureuse, c'est deux regards qui se croisent, c'est deux corps qui se rapprochent, deux cœurs qui battent à l'unisson. Mais c'est aussi le rapprochement de deux milieux sociaux, de deux niveaux de diplôme, de deux milieux professionnels, de deux appartenances religieuses, philosophiques, deux systèmes de valeurs et deux capitaux culturels et économiques. AVS avec Philippe Robichon. Allez, on va parler d'amour ce matin avec Nadia Elbouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue. Comment allez-vous ce matin, Nadia? Ça va, très bien. Patrick Soulaille est avec nous. Bonjour Patrick. Hola. Hola Philippe, hola Nadia, hola tout le monde. Formateur en process communication, auteur d'une formation qui s'appelle Le Maître du Jeu. Yes. La question qu'on vous pose ce matin, et vous vous la posez à la maison, faut-il se ressembler ou s'opposer pour s'attirer? Qui croire finalement? Il y a un slogan qui dit « qui se ressemble s'assemble », un autre qui dit « les contraires s'attirent ». Ces phrases ont l'air parfaitement contradictoires et pourtant, en amour, elles peuvent se ressembler. Alors laquelle des deux est vraie ou est-ce qu'il n'y en a aucune de vraie? Alors justement, on s'est intéressé à cette question parce que c'est vrai que c'est deux dictons qui reviennent et finalement que les gens utilisent selon leur situation, au final. Mais du coup, on a voulu avec Patrick aujourd'hui analyser en fait ces deux dictons au prisme de la sociologie et de la psychologie, en tout cas de la process-com. Voilà, de la process-com plus particulièrement. Ouais, parce que dans la process-com, parce qu'il y a process-com, il y a aussi ce qu'on appelle la process-thérapie. Parce qu'en fait, process-thérapie, il faut bien comprendre qu'en fait, la process-com, c'est, on va dire, le côté vendeur de l'outil qui s'appelle process. Et Taïbi Keller, à la base, c'est un docteur en psychologie. Donc, quand on parle de mécanisme de driver, on parle de choses inconscientes, donc on parle de choses assez profondes. Et selon les types de personnalités, on en connaît plein aussi. On connaît beaucoup de choses aussi dans les relations de couple, en fait. Dans les relations de couple, il y a des enjeux inconscients, conscients, et même sociétal qui se joue, et donc aujourd'hui on va en parler. C'est ça, donc c'est vrai qu'on aimerait tous et toutes penser que la rencontre amoureuse en fait c'est deux regards qui se croisent, c'est deux corps qui se rapprochent, deux cœurs qui battent à l'unisson. Mais c'est en réalité aussi, ça peut être tout ça évidemment, mais c'est aussi le rapprochement de deux milieux sociaux, de deux niveaux de diplôme, de milieux professionnels, de deux milieux professionnels, de deux appartenances religieuses, philosophiques, deux systèmes de valeurs et deux capitaux culturels et économique. Donc c'est tout ça en fait qu'on va discuter aujourd'hui et qui sont pris en compte qui sont pris en compte ou pas dans ces deux fameux dictons que vous avez cités en introduction. Alors il y a ce qu'on appelle l'homophilie. Est-ce que ça fonctionne, l'homophilie en amour? Alors l'homophilie, c'est la tendance qu'on peut avoir à être attiré vers les gens qui nous ressemblent en fait. Oui. Alors oui et non, c'est-à-dire que par exemple en sociologie, on va parler plus d'homogamie. Vous allez aller, alors ça dépend, parce que homophilie en fait peut prêter à confusion, c'est-à-dire que oui, je vais aller vers des gens qui me ressemblent dans peut-être dans mon style, dans mon humour, dans peut-être ma personnalité. Ça, on verra avec Patrick. Par contre, la socio, là où elle va dire que effectivement l'homophilie, alors qu'elle appelle elle plutôt homogamie, c'est-à-dire l'union de deux personnes qui se ressemblent, maritale ou pas d'ailleurs, va être déterminée plutôt par des éléments sociaux, type niveau social, milieu social, tout simplement parce que il y a une contrainte, on va dire, de lieu, c'est-à-dire que en règle générale, alors ça c'est un mythe aussi, la mixité sociale, c'est on va dire ce dont parlent très souvent les politiques, et c'est une utopie parce qu'en réalité il n'y a pas de mixité sociale réelle. Après ça c'est à nous de la créer, mais il n'y a pas de mixité sociale, et notamment plus nous montons dans les strates de la société, et plus on se rend compte que finalement
il y a une certaine élite qui, elle, n'est vraiment pas dans l'hétérogamie. C'est l'homogamie à 1000%, parce qu'après, il y a aussi des enjeux qui entrent en ligne de compte, conscients ou pas d'ailleurs, de non-mixité, non-mélange, parce que perte de certains éléments comme le pouvoir, le patrimoine, voilà. Donc l'homophilie, alors oui, mais à quel niveau ? On peut très bien être homophile, donc aimer des personnes qui nous ressemblent, être aussi hétérophile, c'est-à-dire aimer des personnes qui ne sont absolument pas comme nous, parce que justement ils nous apportent un peu de pétillance, de changement, de nouveauté, de transgression aussi, hein, mais le plus souvent on va quand même vers des personnes, me semble-t-il, qui nous ressemblent. Alors selon les personnalités, en fait, ce qui est important de comprendre selon la personnalité, c'est que en fait tout ça, ce sont des histoires qu'on se raconte. Une personnalité, c'est quoi ? C'est un comportement qui est lié à une histoire qu'on va se raconter. Et en fait, ça va déterminer un monde, en fait. Et c'est vrai que selon le stade dans lequel on est, on va être rassuré par des gens qui vont penser un peu comme nous. Mais en général, ça dure pas très longtemps. Ça dure pas très longtemps parce que en fait, ce qui nous, et on va le voir plus tard, ce qui fait qu'on est avec des gens, c'est autre chose. C'est une recherche inconsciente d'une réponse qu'on n'a pas eue, en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle souvent de rapports, je le dis souvent ici, mais je vais le redire, de rapports narcissiques et anaclitiques, c'est-à-dire du rapport, c'est que la personne avec qui on va être, eh ben, elle va donner une bonne image de nous à la société. Ça fait bien d'être. C'est ça le anaclitique ? Non, c'est ça c'est le narcissique. Ah bon. Elle va donner une bonne image de nous à la société. Et le anaclitique, c'est la personne avec qui on va être, elle va nous apporter quelque chose qu'on n'a pas. Et donc elle va nous étayer, elle va mettre un appui, en fait, elle va nous donner un appui. Et en fait, quand on est avec, moi je suis un peu, d'après ce que je vois, je pense qu'il faut avoir les deux, en fait, parce que lorsque on n'a pas les deux, eh ben il y a un déséquilibre et à un moment on s'ennuie. Et en fait, selon les personnalités, ce qui va compter, c'est vraiment l'histoire inconsciente, en fait. Et ce sont les histoires, on est avec des gens parce qu'en vérité, dans cette histoire inconsciente, eh bien on se retrouve, on se retrouve. Alors, je te rejoins complètement, Patrick, parce que justement, pour la sociologie, les histoires d'amour, donc dont il est question aujourd'hui, sont des codes. C'est-à-dire qu'en fait, un peu comme un code de la route, hein, pour prendre sa voiture et rouler, on apprend un code pour rouler convenablement. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que finalement, le code amoureux, en fait, il s'apprend et il s'apprend très très tôt. C'est-à-dire que petit, déjà, en fait, on a ces codes-là qui nous sont transmis de façon consciente ou inconsciente, comme tu le dis. J'adore là ce que dit Nadia, parce qu'en fait, c'est important cette idée de code amoureux dans Maître du jeu. Moi, je parle d'intelligence amoureuse parce que c'est quelque chose que l'on doit développer et c'est quelque chose qu'on a à la base et qu'on arrête de développer, cette intelligence amoureuse. On s'est fait rouler par Walt Disney et par toutes ces belles séries, mais en fait, toutes ces séries, elles montrent en vérité que le début du chemin, elles ne nous montrent pas la suite, en fait. Oui. Alors, on sait pas. Moralité, les princes n'exisent que sur les boîtes de gâteaux et les reines dans les pizzerias. Ouais. Alors, je vais relativiser quand même ce que vous dites. Je ne sais pas si on s'est pas fait rouler par Disney, parce que Disney s'inspire aussi d'une réalité sociétale et sociale. Maintenant, effectivement, on s'est inspiré de ces histoires et qu'on a finalement, mine de rien, réadapté, parce qu'on voit bien aussi dans les Disney qu'il y a une évolution. On voit à l'époque de Cendrillon et de La Belle au Bois dormant. Ouais. Cendrillon, pour faire très court, Cendrillon, elle a rencontré son futur mari une petite heure dans une soirée où elle a perdu une chaussure, on est d'accord. Exactement. Et ils se marièrent et eurent de beaux enfants. Ouais. La Belle au Bois dormant, elle l'a rencontré pareil, quelques minutes ou quelques heures en forêt, et puis ils furent leur vie comme par la suite ensemble, et tout se passa, paraît-il, pour le mieux, puisqu'on n'a jamais l'après, en fait. Exactement. Mais récemment, on a eu la Reine des Neiges, et dans la Reine des Neiges, on a déjà un changement de paradigme, parce qu'on voit Elsa et Anna. Quand Anna, donc la petite sœur d'Elsa, future reine, rencontre donc un prince pour qui elle a le coup de foudre immédiat, lorsqu'elle présente ce prince-là à sa sœur Elsa, qu'est-ce que lui dit sa sœur Elsa ? Elle lui dit non, mais c'est impensable. Tu peux pas te marier avec une personne que tu viens de rencontrer comme ça
sur un port, c'est pas possible. Donc déjà, il y a un changement de paradigme même chez Disney. Et qu'est-ce qui se passe finalement dans cette histoire? Anna finit par se marier par un autre. Avec un autre acolyte donc qui les accompagnait durant toute leur aventure, pour qui finalement elle n'avait pas eu du tout un seul regard amoureux ni coup de foudre. Et en fait, on voit durant l'histoire que cet amour se construit au fil de leurs épreuves. Donc même Disney, finalement, opère... Alors, je ne m'attendais pas à cette évolution de Disney. Mais en fait, quand je dis... Et il y en a d'autres chez Disney maintenant. Oui. Oui. Donc en fait, Disney, excuse-moi Patrick, de quoi il nous parle? Il nous parle en fait de deux types d'amour. Ouais. Donc un amour qui est un amour romantique idéalisé, par lequel, ne nous mentons pas, nous passons tous. Et c'est l'amour finalement qu'on développe lorsque nous sommes plus jeunes. C'est l'amour dans lequel on se projette vivant toute notre vie avec la même personne, avec les mêmes aspirations, les mêmes objectifs. Et au fur et à mesure, parce que oui, je vous l'apprends, l'amour finalement est dépendant aussi de notre évolution en termes d'expérience et d'âge. On évolue plus par la suite vers un amour réaliste. Alors les deux sont pas antagonistes. Donc l'amour réaliste, c'est plutôt je prends mon temps, j'apprends à connaître la personne et j'analyse en fait les différents points que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir effectivement une compatibilité intellectuelle, économique, ethnique, religieuse, voilà, tous ces éléments-là. Donc en fait, les deux sont pas antagonistes, mais il y a une évolution qui se fait progressivement. Et on peut même, alors moi je te donne mon point de vue sociologique. Après, effectivement, toi, avec la process, tu me diras autre chose. Mais on peut, chez une même personne, en fait, il peut y avoir cette variation entre ces deux types d'amour-là. Mais en tout cas, sociologiquement, c'est généralement ce qu'on repère comme type de fonctionnement. Alors, je suis complètement d'accord. Sociologiquement, il y a cette avancée. Mais en fait, là où moi, je continue à penser qu'on se fait rouler, comme des vrais nems, des petits nems, tu vois. Poulet, je préfère. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, on nous vend quand même ce truc du mensonge nécessaire. C'est quoi le mensonge nécessaire? C'est que lorsque tu sors de l'enfance, que tu n'es plus avec tes parents, donc tu es en insécurité, et tu vas trouver quelqu'un qui va t'apporter une sécurité. Donc ça, c'est la première version de Disney, ok? Donc, et donc, du coup, après, il arrive même des fois que dans des couples, la personne avec qui on est, elle avait une qualité que l'on déteste après. Donc ça, c'est la première version de Disney. Et dans la deuxième version de Disney, là où encore j'ai du mal, c'est que c'est comme tu dis, c'est que tu vas voir ce que l'autre t'apporte. Et en fait, l'intelligence amoureuse, selon moi, c'est le début. Là, on est en 6e quoi, de l'intelligence amoureuse. C'est-à-dire que on est là, ok, c'est cool, voilà. Mais en fait, plus on évolue, plus on sait en fait aujourd'hui que pour être heureux avec quelqu'un, il faut d'abord pouvoir se réaliser et donc du coup ne plus avoir besoin de ce mensonge nécessaire, c'est-à-dire de plus avoir besoin que la personne nous apporte quelque chose que l'on n'a pas, que l'on arrive à construire et à évoluer en parallèle sans manque en fait de l'autre. Et donc même dans cette évolution de Disney, on nous raconte toujours cette histoire qui est vraie, mais à un moment qui devient un handicap, c'est que l'autre doit nous apporter des choses, mais en fait l'autre n'a pas cette capacité en vérité, il ne peut pas le faire. Alors là, tu parles sur le plan, donc c'est ce que je disais avant, effectivement, on peut parler de la rencontre amoureuse sous différents prismes, et toi, tu parles sous le prisme psychologique finalement. Exactement. Mais si on regarde avec les lunettes sociaux, par exemple, en reprenant encore, aujourd'hui on va faire de la pub à Disney, on n'a pas de royalties ni quoi que ce soit, on n'a pas été payé pour, mais c'est vrai que c'est un élément d'analyse qui est très intéressant, parce qu'en fait, il nous impacte déjà très très jeune, mais on dit Disney, mais en fait, les contes pour enfants sont également imprégnés, les films que l'on regarde, les dessins animés, enfin tout ça est imprégné de conception justement que l'on peut avoir de la rencontre amoureuse. Qu'est-ce que nous disent aussi ces histoires? Elles nous parlent de justement l'homogamie dont j'en parlais, l'homophilie, mais surtout l'endogamie, c'est-à-dire que l'hétérogamie, c'est-à-dire c'est quoi l'hétérogamie? C'est-à-dire c'est la rencontre de deux personnes qui sont dans des milieux différents. Là oui, je peux dire que Disney nous ment, parce que finalement on a et encore, parce que Cendrillon
qui rencontre son prince. Donc le prince fait partie d'une certaine caste. Cendrillon, c'est voilà la dernière roue, sans mauvais jeu de mots, du carrosse de sa famille. Mais au final, quand on voit les origines sociale de Cendrillon, elle avait un père qui était riche à la base, donc si on veut, on nous vend en fait que deux personnes de deux milieux sociaux différents peuvent très bien matcher, sauf que sur le terrain ça se joue pas de la même façon, en dehors de toute considération psychologique. Alors, faut-il se ressembler ou s'opposer pour s'attirer ce matin, partant du principe que qui se ressemble s'assemble, où les extrêmes s'attirent, voilà. Donc, alors Patrick, quand on parle de qui se ressemble s'assemble, on parle de quoi, comment on se ressemble? Est-ce que c'est physiquement? Est-ce que c'est moralement? En fait, c'est plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, bon, on va rentrer dans les choses techniques. En fait, c'est ce qu'on appelle la croyance scénarique. C'est quoi une croyance scénarique? En fait, on est rempli de croyances. Et une croyance scénarique, c'est une croyance qu'on a entendue dans notre environnement familial, amical, à l'enfance. Et en fait, ces croyances scénariques, on se balade dans la vie et on les fait siens ou pas. Donc, je vais donner un exemple. Une croyance scénarique, ça peut être je suis bête. On a entendu dans notre vie quelqu'un, voilà, et on a accepter cette croyance scénarique. Et en fait, ce qui va se passer lors d'un couple, c'est que selon la personnalité qu'on va avoir, on va dire oui, on va accepter ou on ne va pas accepter cette croyance scénarique. Si par exemple, on a une base persévérante, si on a entendu cette croyance scénarique qui dit je suis bête, notre injonction parentale, c'est ne fais pas confiance. Donc on va pas accepter cette croyance scénarique. On va dire non, moi je ne suis pas bête. Okay. D'accord, mais alors quel rapport avec le couple là? J'arrive. Ah ouais. Donc, après, quand on va se mettre avec quelqu'un, c'est que cette personne, elle a entendu la même croyance scénarique. Je suis bête. Et la différence, c'est que elle a dit oui, selon sa base de personnalité. C'est qu'en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va se matcher avec quelqu'un qui a la même croyance scénarique que nous, mais qui n'a pas eu la même réponse sur cette même croyance. C'est-à-dire qu'en gros, sur la croyance scénarique, je suis bête, moi j'ai dit non, elle a dit oui, et en fait, on s'est matché et on ne peut pas expliquer pourquoi. Et c'est pour ça que je parle souvent du narcissique et de l'analytique, c'est que lorsqu'on a cette on va dire cette fusion, on a les deux rapports là. C'est-à-dire que on a quelque chose qu'on a en commun, c'est-à-dire la croyance scénarique. Mais il y en a un qui a dit oui et il y en a un qui a dit non. Donc là, il n'est pas question de physique. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Je rejoins ce que dit Patrick, et là toujours pareil avec les lunettes sociaux. En fait, effectivement, quand on voit une personne, quand il y a une rencontre entre deux personnes, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que ce que l'on voit est la réalité. Je m'explique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous voyez une personne, finalement, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une allure, un style, une attitude, enfin, autant de signaux, finalement, conscients et inconscients, qui nous disent beaucoup de cette personne, de son milieu social, de ses origines, voilà, peut-être même de ses valeurs, hein, en fonction de où il, elle est, et comment il ou elle se comporte. Ouais. Donc, quand on rencontre une personne, en fait, on a des impressions qui sont pas forcément très claires, on ne sait pas les déterminer, mais elles sont là. Et en fait, en sociologie, c'est un concept qu'a développé Pierre Bourdieu, ce sont les habitus, en fait. Ouais. Les habitus, en fait, c'est, si vous voulez, la codification qui nous permet depuis petit, en fait, de percevoir les choses et même plus profondément, de créer un cadre de perception qui n'est pas forcément le même cadre que notre ami ou des membres de notre famille. Mais en tout cas, c'est un cadre qui va nous permettre de nous dire si oui ou non la personne, elle entre dans nos codes attractifs, amoureux, voire même sexuels. Exactement. Donc ça rejoint en fait ce que tu dis. Je suis complètement d'accord, et en fait ça on en parle dans Maître du jeu, ce que je viens d'expliquer, et en fait ce qu'on voit en fait lorsque les gens passent à ce moment-là dans Maître du jeu, c'est qu'ils découvrent chacun leurs croyances, et ce qui est marrant, c'est qu'ils viennent en couple.
c'est qu'au début, ils se rendent même pas compte. Et après, quand on développe ça, ils se disent, bah oui, c'est vrai. C'est pour ça que des fois, je te reproche ça, mais en même temps, j'aime bien ça chez toi. C'est pour ça que, à la question, est-ce qu'il faut s'opposer ou se ressembler, moi, je dirais que c'est les deux, parce qu'en fait, au début, pour se mettre ensemble, on a besoin des deux. Et l'intelligence amoureuse, c'est de se dire que plus on est avec quelqu'un, plus on évolue, plus en fait on devient indépendant psychologiquement. Et donc on vit et on évolue en parallèle. De plus en plus, on commence à être indépendant. Mais au début, on a besoin de ce rapport un peu particulier. C'est pour ça que quand on rencontre une personne, ou en tout cas quand on est attiré par une personne, en réalité, cette personne, elle entre pas dans un espace vierge qui est le nôtre, parce que finalement, on est pétri justement de tous ces millions de jugements que l'on s'est construits depuis notre enfance, donc jugements de valeurs et autres. Hein. Et donc, si vous voulez, finalement, la personne, elle entre ou pas dans notre système de normes que l'on s'est construit. Donc, même, on parlait tout à l'heure de ressemblance. Hein, donc, en réalité, si vous voulez, la sociologie, elle est claire là-dessus. Elle part du principe que, oui, les personnes qui se ressemblent s'attirent, en fait. Des personnes qui se ressemblent s'attirent, mais ça peut être très subtil, justement, cette ressemblance. C'est-à-dire que, on a parlé d'homogamie. L'homogamie, elle est large. Hein. On peut avoir une homogamie religieuse, donc c'est-à-dire que là, l'attirance, elle va se faire parce que la personne en face de nous, eh bien, elle répond à un même système de valeurs, à un même système philosophique, spirituel. On a une homogamie sociale, donc là, on va être attiré par une personne qui va plutôt avoir les mêmes codes sociaux que nous, parce que dans ce groupe social-là, on mange de telle manière, on s'habille de telle manière. Donc, vous voyez, même le style vestimentaire, en fait, n'est pas anodin. Donc voilà, il y a différents niveaux d'homogamie. Après, le plus haut niveau de l'homogamie, c'est l'endogamie. C'est-à-dire que ça ressemble toutes ces homogamies-là. C'est-à-dire que c'est un peu le monde des Amish. Hein. On sort pas en fait de cette communauté-là. Et en fait, c'est toutes les homogamies qui s'additionnent. C'est-à-dire que et là, les rencontres. Alors, les gens pourraient penser que c'est plus difficile de rencontrer quelqu'un dans ces conditions. Et en fait, non, parce que ces gens-là, finalement, ces personnes-là se restreignent en fait à un choix précis qui est, c'est une personne qui doit avoir la même origine, la même religion, la même ethnie, le même style vestimentaire, le même niveau social. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que quand on dit qui se ressemblent s'assemblent, mais les opposés aussi s'attirent, les deux sont vrais parce que on est tous dans une homogamie. Ça, sortons des mensonges. Hein. On a forcément une homogamie en commun avec une personne qui nous attire. D'accord ? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est endogame, forcément. Je donne un exemple précis. Je peux être attirée par une personne qui n'est pas de mon origine, mais par contre qui a le même système de valeurs que moi. Donc, on est hétérogame sur notre ethnie et notre origine, mais par contre, on est homogame sur notre système de valeurs. Voilà. Okay. Donc, c'est pour ça que ces deux dictons reviennent très souvent, parce qu'en réalité, les deux, en tout cas sociologiquement, ont une réalité. Alors, est-ce que deux personnes égoïstes peuvent être ensemble ? Et est-ce que, par exemple, quelqu'un de maniaque et quelqu'un de bordélique peuvent vivre ensemble ? On va prendre pour qui se ressemblent et pour des gens qui s'opposent. Là, on a des choses concrètes. Ouais, alors, deux égoïstes ensemble. Quand vous parlez d'égoïsme, vous parlez de quoi ? C'est important de... Quand je dis égoïste, ça peut être des gens qui, d'abord, moi first. Ok. Je pars d'abord, voilà. Moi, je me sers en premier, c'est moi, voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que oui, on peut... en fait, lorsque on est que dans ce qui se ressemble, s'assemble, il va y avoir à un moment donné un problème, c'est que, en fait, la dernière fois, on a eu je sais pas si vous vous rappelez, un invité qui avait écrit un livre, un jeune qui avait dit, qui était parti, comment il s'appelait d'ailleurs, j'ai oublié son nom, qui était parti de son pays pour venir en France. Et il nous avait dit, si tout le monde était comme moi, Khaled. Voilà, si tout le monde était comme moi, on aurait tous les mêmes problèmes. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que lorsqu'on se ressemble, à un moment donné, on va avoir une limite. Et lorsqu'on est en couple, ce qui
lorsqu'on est en couple, il se passe un truc, c'est que on est face à notre manque de courage. Qu'est-ce que ça veut dire clairement ? Ça veut dire que lorsqu'on est égoïste, à un moment donné, on va avoir besoin de quelqu'un qui va pas l'être pour nous. Donc à un moment donné, on va avoir besoin d'avoir le courage de ne plus l'être. Parce que être égoïste, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un mensonge nécessaire. Le mensonge nécessaire, on part de chez ses parents et en fait, psychologiquement, on est un peu en insécurité. D'accord ? On n'est pas, et donc on se raconte une histoire et on se dit, de toute façon, pour vivre dans ce monde, il faut que je sois égoïste. Mais à un moment donné, on atteint cette limite. Et pour sortir de cette limite, il faut avoir le courage de dire, je ne sais pas faire autrement. Et si on est avec quelqu'un qui a le même fonctionnement que nous, cette limite est vite atteinte. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin, à un moment donné, que l'autre nous montre ou nous propose autre chose. Et donc, dans le cadre du maniaque et du bordélique, j'ai envie de dire un maniaque ou bordélique, ils peuvent se rendre service mutuellement, finalement. Parce que le bordélique va créer le contexte pour que le maniaque soit maniaque. Non, mais donc ça match. Ça peut matcher parce que du coup, dans les deux systèmes, va y avoir quelque chose de positif. Ça peut matcher si le reste fonctionne bien. Exactement. D'accord. Voilà, parce que du coup, il n'y aura pas de focus sur cette différence. Radine dépensier ou dépensier radin ? En fait, moi, ce que je dirais là-dedans, et même par rapport aux autres exemples, c'est que radine ou dépensier, ça, c'est ce qu'on voit en fait. Mais en dessous, il y a d'autres choses. Le radine et dépensier, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut être lié à... Ouais, c'est important, Philippe. Ça peut être lié à une insécurité. Ça veut dire que le radine, quand t'es radin, qu'est-ce qui se passe en fait ? Quand t'es dépensier, qu'est-ce qui se passe en fait ? Et au final, ça, c'est ce qu'on balance. Mais après, quand les gens se comprennent et quand les gens, justement, communiquent et qu'ils osent dire pourquoi ils sont comme ça, à un moment, tout ça, ça va plus être aussi flagrant, aussi extrême en fait. Donc, tout va dépendre aussi du besoin de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre, finalement, dans sa grille de lecture, offrir des cadeaux ou bien dépenser, c'est combler un besoin, alors oui, effectivement, là, ça risque d'être problématique parce que le radin, lui, ou la radine, va pas comprendre, parce que dans son système, c'est pas ça. C'est oui, mais moi, justement, je te protège en étant comme ça parce que j'économise, parce que je fais attention à l'avenir. Je dis radin, mais c'est vrai que ça marche avec économe aussi. Oui, voilà, là, effectivement, dit comme ça, nous, on le dit sous le ton de la rigolade, mais un radin ou une radine ne dira jamais qu'il est radin ou radine. Il vous dira, et il ou elle a raison, qu'ils sont économes et qu'ils prévoient l'avenir et que c'est dans l'intérêt finalement du couple et de la famille. Donc après, c'est toujours selon le point de vue où on se place et c'est toujours intéressant de revenir sur les besoins. Voilà, finalement, quel est mon besoin et quelles sont mes attentes sur ces questions-là. Et oui, faut-il se ressembler ou s'opposer pour s'attirer ? On en parle ce matin avec Nadia El-Bouga, sage-femme et sexologue clinicienne. Et puis Patrick Soulaï, formateur en process communication. Je lisais une étude qui disait que les conjoints finissent par se ressembler et plus ils sont heureux ensemble, plus ils se ressemblent physiquement d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, finalement, on prend. Alors ça, c'est dans le cas des couples effectivement qui fonctionnent bien et qui sont épanouis ensemble. C'est-à-dire que finalement, il y a les fameux neurones miroirs. Il y a en fait une imprégnation comportementale, même au niveau des expressions, au niveau de l'attitude. Donc finalement, on agit en miroir de l'autre. Donc il y a une imprégnation. On peut s'imprégner positivement et négativement. Les couples qui dysfonctionnent aussi, on remarque se ressemblent aussi, qu'il y a une ressemblance qui s'installe parce qu'on finit par prendre ce qui semble être détestable chez l'autre, qui finalement est quelque chose qui nous rappelle à une part de nous-mêmes qu'on déteste chez nous en réalité. Donc probablement que cette ressemblance en fait elle n'est pas anodine parce qu'il y a un terrain qui fait en nous-mêmes qu'on absorbe facilement les éléments qu'on retrouve chez l'autre. Et vous voulez nous expliquer ce que vous venez de nous dire là ? Les auditeurs ils sont compris. Non. C'est-à-dire qu'on finit par absorber chez l'autre une part de nous, enfin qu'on n'aime pas chez l'autre, quelque chose qu'on n'aime pas chez nous, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire qu'on fait sien
quelque chose, on croit faire sien, quelque chose qui n'existait pas chez nous, mais en réalité, c'est faux. Cette partie-là était chez nous, seulement on l'avait en fait silencié en réalité. D'ailleurs, quand quelque chose nous agace chez quelqu'un, on devrait se poser la question de pourquoi cet élément-là nous agace chez l'autre, parce que très souvent, c'est quelque chose qui nous rappelle à nous. Mais en fait, ça s'appelle le solipsisme. Ce qu'on aime chez les autres, c'est ce qu'on aime chez nous. Ce qu'on déteste chez les autres, c'est ce qu'on n'aime pas chez nous. C'est ce concept-là qui est très ancien. Et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est là, que vous perdez des gens, hein, Patrick. Parce que les gens vont dire n'importe quoi, c'est pas vrai. Si. En fait, c'est intéressant, c'est que semaine dernière, table ronde, c'est un moment où les gens qui me suivent, on est sur Facebook, c'est un groupe, et en fait toutes les semaines on se réunit et chacune des personnes sur Facebook ou sur Instagram? Sur Facebook. Ah, sur Facebook. Sur Facebook, plusieurs choses, Nadia. On est actifs. C'est bien. Et en fait, du coup le mercredi, l'idée c'est que chacun pose une problématique. Et en fait, il y a une des participants qui dit j'aime pas cette personne parce que elle ment tout le temps, hein. Et je la questionne et je lui dis mais toi, comment tu mens pareil? Comment tu mens de la même manière? Elle me dit non. Puis après, en la questionnant, elle se rend compte qu'elle aussi, elle ment. En fait, ce qu'on déteste chez les gens, c'est ce qu'on déteste chez nous. Et ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est que... Mais là, vous parlez de détester, donc détester, c'est ou pas... ce qu'on n'aime pas. Oui, parce que ça marche aussi pour ce qu'on n'aime pas. Ce qu'on n'aime pas, ou ce qu'on aime, ou ce qu'on remarque. Ce qu'on remarque, c'est ce qu'il y a chez nous, en fait. L'idée de se dire... c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de... J'ai posé la question sur l'égoïsme. Ok, de quoi on parle? Parce qu'en vérité, on croit qu'on sort de notre monde, mais c'est très compliqué de se mettre à la place d'eux. La plupart du temps, on est tout le temps dans notre monde. Pourquoi il y a des problèmes de communication? C'est parce qu'on pense que les gens pensent comme nous, mais parce qu'on croit que tout le monde est comme nous. Parce qu'en fait, on est tout le temps dans notre bulle et on croit que tout le monde est à la même bulle, alors que ça n'a rien à voir, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui pose des problèmes, notamment au niveau sexuel, parce que on vit, en fait, on perçoit la sexualité suivant notre propre référentiel. Donc finalement, on projette sur l'autre notre propre sexualité. Exactement. Alors que l'autre a sa propre sexualité, a sa propre perception de la sexualité. Et donc, le grand danger, et c'est là où les dysfonctionnements sexo-affectifs débutent, commencent dans un couple, c'est quand en fait je ne perçois la sexualité de l'autre que comme miroir de la mienne. Exactement. Et en fait, tout ça revient... lorsqu'on parle de couple, c'est important de mettre en exergue, selon moi, qu'il y a trois entités qui existent. Il y a la nôtre, il y a celle du partenaire et il y a l'entité couple. Alors oui, c'est normal que lorsqu'on est longtemps, on est longtemps ensemble, l'entité couple, c'est une troisième entité, nous ressemble. C'est nous, c'est 1 + 1 qui fait 3. Donc c'est vraiment important de se rendre compte de ça, et c'est vraiment important aussi de comprendre c'est quoi la communication. La communication, c'est vraiment faire l'effort d'écouter la personne, mais pas dans le but de lui répondre, dans le but de comprendre son monde. Parce que souvent, quand on écoute quelqu'un, on dit non, mais j'entends tout le temps, non, mais je l'écoute. Non, mais t'écoutes pour trouver une réponse. C'est pas ça l'écoute. L'écoute, c'est on se tait et on n'essaie pas d'interpréter ce que la personne nous dit. On essaie de véritablement comprendre ce qu'elle nous dit. On a plus de chances d'être heureux au quotidien avec quelqu'un qui nous ressemble ou quelqu'un de différent? Est-ce qu'on sait ça? Alors, toujours pareil, en fait... Est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur la durée des couples? Tout dépend où on se situe. C'est comme on le disait en début d'émission, en fait, si on est différent, on peut toujours se dire alors, différent sur quel point? Parce qu'en réalité... qu'on se complète. Mais sur quel point? Parce que, si vous voulez, les couples, quand on les analyse en fait sociologiquement, ils sont pas différents. En fait, ils se ressemblent. La différence, elle se situe plus sur le pan psychologique, en fait. Et même dans cette différence-là, il y a une ressemblance. Donc, c'est vraiment important ce que je dis, parce que, si vous voulez, il y a dans la rencontre, je veux pas dire qu'il y a un déterminisme, mais il y a de fortes chances que vous alliez vers quelqu'un qui vous ressemble socialement. Par contre, c'est là où je dis attention au déterminisme. En fait, c'est un déterminisme probabiliste en réalité. C'est-à-dire que quand vous allez
vous n'allez déjà pas fréquenter n'importe quel lieu. Vous êtes déterminé dans la fréquentation des lieux que vous visitez. Donc, vous êtes déjà dans un lieu qui va déterminer votre ressemblance sociale, d'accord ? Dans ce lieu-là, la sociologie peut pas vous dire, oui, vous allez rencontrer telle personne, c'est lui ou elle que vous allez rencontrer avec précision. Non, elle vous dira juste, la personne que vous allez rencontrer, il y a de fortes chances qu'elle soit de tel niveau social, de tel niveau intellectuel, de telle valeur spirituelle, religieuse, politique et autres. En revanche, dans ce panel de gens qui se ressemblent, c'est la psychologie justement qui va vous dire vous allez probablement aller plutôt vers tel profil parce que vous avez telle personnalité ou tel besoin, telles attentes. Donc c'est important de préciser tout ça, de dire en fait qu'on va se ressembler ou s'opposer. Finalement, ça reste très très vague et ça induit les gens en fait en erreur, me semble-t-il. Ouais, là où c'est important en plus, c'est aussi, ça permet aussi de lâcher un peu tous ces concepts et d'accepter d'aller juste à la rencontre, parce que quand on commence parce que après on commence à faire des listes, hein. On les connaît, les gens, ils commencent à faire des listes, il faut qu'ils soient comme ceci ou comme cela, et puis après ça devient compliqué. Et en fait, c'est tellement l'être humain, c'est important de nous respecter un peu, on est tellement fin, il y a tellement de choses qui se jouent qu'il vaut mieux, ce que je dirais, c'est aller vers ce que vous aimez. Et arrêtons de se dire on doit se ressembler, non, parce que vous allez toujours vous tromper. De toute façon, ça se fait inconsciemment. Exactement. Tout ce que l'on dit là, nous, en fait, on vous l'explique de façon décodée, mais en réalité, vous êtes porteur et porteuse de tout ça. Donc, évidemment, heureusement, on s'en rend pas compte. Exactement. Parce que sinon, on n'en sortirait pas et on serait jamais en couple, en réalité. Même si aujourd'hui, on connaît plein de choses, en fait, on connaît plein de choses, on explique plein de choses, mais il est important de pas oublier aussi cette spontanéité et parce que en fait, dans la spontanéité, il y a tout ce qu'on porte et tout ce qu'on a en nous, c'est positif. Donc, lorsque vous allez vers quelqu'un, c'est pour comment dire, j'allais dire pour se guérir, mais non, mais c'est pour aller mieux. En fait, c'est que cette personne à un moment donné va vous faire du bien, va vous apporter, vous allez avancer en fait. Donc si on commence à rentrer dans un truc, non, il faut qu'il soit différent, non, qu'il faut soit comme ça. Donc on enlève toute spontanéité et on est dans ce modernisme un peu sclérosant, ce monde on veut tout expliquer et là ça devient très restreignant quoi en fait. Oui, alors ce que tu dis, c'est important, effectivement. Je pense qu'il faut revenir à la base et à ce qui est censé, c'est-à-dire qu'effectivement, une rencontre et en tout cas la mise en couple devrait normalement servir à se sentir mieux. Bah ouais. Mais là-bas, c'est un bon moment. À se sentir mieux, je dis bien se sentir mieux, parce qu'on est censé être bien déjà avec soi-même. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a un travail préalable à faire sur soi. Donc à se sentir mieux, donc à avoir un plus dans le bien dans lequel je suis déjà. Mais ce qu'on dit là est important parce que tous les lundis, lors de nos petites annonces amoureuses, en fait, finalement, quand on vous questionne, c'est ça qu'on questionne. On vous invite à finalement réfléchir sur, par exemple, vos anciennes rencontres amoureuses, vos anciens couples, savoir finalement, les avez-vous choisis par hasard ? Questionnez-vous et vous verrez que si vous faites un listing, vous avez finalement rencontré toujours les mêmes profils sociaux, les mêmes profils économiques, les mêmes profils socio-professionnels, même si récemment, alors j'ai plus le nom, mais il y a un étudiant en sociaux qui a fait une super thèse là-dessus justement, parce que sur les rencontres amoureuses en fait, c'est quelque chose qui a déjà été étudié dans les années 60. Après, l'étude a été reprise par Boson et Errand, qui sont deux grands sociologues, plus démographes d'ailleurs, à l'INED, et qui ont fait justement cette analyse de terrain et qui se sont rendus compte que par exemple les catégories socio-professionnelles, enfin les personnes dites populaires se rencontraient plus dans des espaces ouverts, type les balles, les fêtes de village. Elle date votre enquête, hein. Non, mais attendez, vous allez voir qu'il y a des ressemblances et que finalement les gens dits favorisés se rencontraient plus dans des espaces fermés et c'est des rencontres plus dans des milieux familiaux. D'accord. Oui.
Voilà, ça c'est familiaux ou amicaux, mais de la même catégorie sociale. Et là, c'est vrai que à l'heure actuelle, on voit que tout ça se fragmente un petit peu plus parce qu'on crée de nouveaux espaces, mais au final, par exemple, si vous prenez Internet, qui est aussi un lieu de rencontre, les gens vont faire attention, ne serait-ce que sur une photo de profil. Vous avez toutes les informations finalement du statut social de la personne, la façon dont elle écrit, les expressions, faute d'orthographe ou pas. Tout ça, ça vous donne des éléments pour savoir si la personne finalement est du même milieu que vous. Donc, vous voyez, même dans ce qui est censé pour l'orthographe casser, aujourd'hui, tous les milieux font des fautes d'orthographe aujourd'hui. Oui. Ouais. C'est un exemple. Il y a des personnes qui sont très pointilleuses là-dessus, par exemple. Effectivement, c'est plutôt l'expression qui vous donnera des indications que l'orthographe. J'ai perdu le fil maintenant. Voilà. Non, maintenant, oui. Donc, ces personnes, toutes les indications, on a toutes les indications. Donc, sur même la photo, dans l'espace dit virtuel, finalement, même sur Tinder ou autre, en fait, vous avez des éléments qui vont vous permettre de savoir si la personne, si vous êtes matchable ou pas, parce que une ressemblance ou une opposition. Après, vous avez des gens qui vont fonctionner, et ça va être. On va plus trouver l'explication sur un mode, à mon avis, psychologique, dans l'opposition. Mais si vous voulez, dans leur opposition, il y aura un élément de ressemblance. Il y aura un élément de ressemblance. C'est-à-dire que vous avez effectivement des gens qui vont casser les codes familiaux et qui vont vous dire « Ok, tu veux pas... je fais partie d'une famille blanche, tu veux pas que je me marie avec un noir ? Eh ben, je vais me marier avec un noir parce que c'est mon code d'attraction. » Voilà. Et vous allez... mais dans ce code d'attraction, la personne, quoi qu'elle dise, elle va pas aller vers une ou un noir quelconque. Il y aura quand même des éléments sociaux, intellectuels qui vont les rapprocher. Si vous voulez, il y aura à un moment donné une homogamie quelque part. Bien, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Patrick, vous êtes en live ce soir ? Ouais, live ce soir, analyse de personnalité, donc driver, mécanisme inconscient, sur Insta à 18h, Patrick Soulaï. C'est à 18h, voilà. 21h, pardon. 21h. Bah oui, non. Alors, heureusement que je vous suis, Patrick, parce que sinon, j'aurais attendu à 18h. Vous êtes en live sur Insta, Nadia, ce soir ? Non, pas encore. Je suis en live avec moi-même. C'est déjà pas mal. Ça fait du monde. Ça fait du monde. C'est déjà beaucoup. Il y en a presque autant que chez Patrick. Bien, et vous reverrez cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, nous parlerons de l'impact de la maladie de Parkinson sur la sexualité. Nadia, passez une très belle journée santé sur Beurre FM.